Let's go, crazy. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Cette rencontre autour du rock vu par le cinéma, elle est bien antécédente à l'invitation que je vous ai lancée, Corinne. Il y a un an, le service culture de la mairie de la Garenne-Colombes me demande toujours des idées de conférences nouvelles, mais c'est décidé très en amont. C'était prévu seul. J'ai tenté de vous aborder par un réseau social qui s'appelle Facebook. Vous avez répondu. Alors, je précise pour ceux qui voudraient savoir que c'est pas moi qui le gère, parce que je suis pas très réseaux sociaux, mais par contre c'est un type en qui j'ai entière confiance, qui est vraiment un mec bien. Évidemment, cette rencontre, elle est pour vous, hein. Vous pourrez poser les questions que vous voudrez. Je précise aussi que grâce à Nathalie Iris, la directrice de la librairie Mont en Marche, que vous connaissez, qui est de l'autre côté de la place, à la fin, Corinne, vous pourrez dédicacer votre livre, Le fil du temps. C'est d'ailleurs par ce livre que j'ai reconnecté avec vous il y a 12 ans. Je l'avais trouvé à Toulouse et j'ai découvert des choses très radicales sur vous, sur le parcours de téléphone, sur vous aussi. C'est un livre qui commence par une phrase de Ken Loach en prélude. Tous les musiciens à la retraite ne citent pas Ken Loach dans leurs livres de mémoire. Et puis j'ai lu de ci, de là, beaucoup de phrases de vous dans des magazines souvent confidentiels qui m'ont toujours frappé dans une. En fait, c'est un peu la problématique des idoles et des idolâtres, en fait, qu'on va retrouver énormément dans tous les films qui ont été choisis et dans toutes les histoires que ces films racontent. C'est être une idole, ça déforme énormément le cœur et l'âme. Franchement, c'est casse-gueule à un point que vous n'imaginez pas. Et beaucoup, ils fracassent quelque chose d'eux-mêmes. Voilà. C'est ça que ça veut dire, c'est tout. D'ailleurs, dans les petites notes que vous m'avez envoyées pour préparer cette rencontre, vous avez dit plusieurs fois dans les petites notes, en faisant allusion au film que j'ai choisi et que je vous ai proposé, vous faisiez allusion au fameux livre La société du spectacle. De Guy Debord. Donc c'est sûrement pas un hasard aussi, parce que tout ce qui est exposition au public, pour le public, ça a un effet aussi boomerang, c'est que c'est aussi une société de la dévotion ou du voyeurisme. Ouais, c'est une société des idoles, hein, moi je trouve. Les hommes politiques sont des idoles, les grands opérateurs industriels sont des idoles, les idoles sont des idoles, les chanteurs sont des idoles. Le peuple est souvent idolâtre. Et je pense qu'on est en train de vivre d'ailleurs des événements qui sont en train de faire péter tout ça. Donc, et c'est dangereux et c'est inquiétant, mais il fallait bien que ça arrive un jour. Et Guy Debord, c'est surtout parce que j'avais 16 ans en 1968. Donc c'était le bouquin de référence. On n'était pas anarchiste, moi je me considérais comme une situationniste, on appelait ça. C'est-à-dire faire vivre la vie, faire péter la vie instant après instant, on va dire ça comme ça. Il avait tout compris en voyant cette société qui, nous, on n'avait pas encore... Enfin, on avait tout compris, mais on avait encore de l'espérance que ça change. Or, ça a changé, mais dans la mauvaise direction. Donc, la société du spectacle est encore plus société du spectacle. Il y a ceux qui sont sur scène et ceux qui n'y sont pas. Et il y a une espèce de séparation qui s'est énormément accentuée. Et moi, quand j'ai commencé à faire du rock avec mes amis, ce que j'aimais le plus, c'était le phénomène de communion qu'il y avait entre l'artiste et le public. Et là, franchement, on en est très très loin maintenant. D'ailleurs, ce qui est frappant dans votre livre, c'est que vous dites plusieurs fois qu'au début, vous ne vouliez pas que la musique de téléphone soit gravée sur disque, que ce soit uniquement de la musique sur scène, et que finalement le disque, pour vous, c'était presque, la formule est trop forte, mais presque par défaut ou par dépit. Non, c'était un rejet du système. Ce dont je me suis aperçue en regardant un des films, c'est que aux États-Unis, il y avait déjà des gens assez intelligents qui le disaient en 73. C'est fini, le rock est foutu,
la guerre est perdue, c'est l'industrie qui a récupéré l'histoire, c'est foutu. En 73. Donc, moi, j'étais énormément dans cet état d'esprit de... De ça. Bah oui, bon, ça n'a pas beaucoup changé. Et j'y croyais à fond. Et les téléphones, pour moi, c'est un groupe de lutte quand même au départ. Et donc, il n'était pas question de rentrer dans le système et donc d'enregistrer un album. Et puis, j'ai fini par me faire convaincre, parce que j'étais un peu seule dans l'histoire à penser comme je pensais. Voilà. Donc voilà, et maintenant, ce que c'est devenu, voilà. Alors, justement, parlons du nom téléphone. Il y avait toute une liste de noms au démarrage. Comment ça a abouti à ce nom-là? Qui s'avérait un nom parfait, hein. Mais est-ce que vous pouvez... Je me souviens quand je suis arrivé à l'émission Nulle part ailleurs sur Canal+, j'ai appris le nom qui devait être celui de Nulle part ailleurs. Ils ont changé 3 semaines avant, ça devait s'appeler le GIGN, Groupement d'intervention de Gildas et des Nuls. Et je leur ai dit, mais vous êtes sérieux? Ils disent, oui, les logos étaient prêts. Et à la fin, ils ont mis Nulle part ailleurs au dernier moment. Est-ce que téléphone, il y a eu des titres, des noms du groupe qui auraient pu être retenus En fait, c'est resté par élimination. C'est-à-dire qu'il y avait dans mon souvenir, 8-10 noms, dont certains très bêtes. Je me souviens entre autres les bolides, BEAUX, LEADS. On les éliminait un par un et puis il est resté téléphone, vraiment qui était comme ça, qu'on avait à peine repéré. Je crois que ça venait d'Olive. Olivier Caudron, le chanteur-guitariste de Lily Drop, qui faisait partie de la bande un peu. Tout d'un coup, il est resté plus que ça, et puis on s'est dit, mais 3 syllabes, ça sonne super bien, c'est un instrument de communication, ce qu'on fait, c'est avant tout de la communication, c'est international, donc voilà, on s'est dit, bah oui, évidemment, téléphone, c'est évident que ça va être ça. Vous avez une très bonne mémoire. J'aimerais que vous nous racontiez, avant qu'on regarde un premier extrait, cet épisode de l'éléphant dans les rues de Paris. Alors c'était avant que je fasse du rock, j'ai été danseuse de claquettes dans une troupe avec 2 amis antillais des banlieues vers Ivry, là-bas. Et on s'était retrouvés dans un café boulevard, je ne sais plus comment il s'appelle ce boulevard, bref, qui va entre Bastille et République. Du cirque d'hiver, j'imagine. Mais il ne fallait pas le dire. Et on était en train de boire un coup, mais pourtant on était au fond du café. Hein. Et à un moment, comme ça, je me tourne la tête comme ça vers la rue et je vois un éléphant passer dans la rue. À fond la caisse. Donc, je regarde mes 2 copains, mais qui discutaient, donc ils n'avaient pas vu. Donc, je leur dis, il y a un éléphant qui vient de passer. Donc, ils regardent et ils font, c'est cela, oui. Et puis, genre 5 minutes après, la même scène recommence, mais l'éléphant dans l'autre sens. Je dis, non, mais je vous jure, il vient de repasser dans l'autre sens. Ouais, c'est ça. Et puis, bref, je la fais courte, finalement. L'éléphant, il est rentré à fond de face dans le café, avec, je me souviendrai toujours du patron du café qui avait les bras autour de sa caisse. Il était comme ça. Il avait peur que l'éléphant lui pique sa caisse. Et en fait, c'était un petit éléphant qui s'était échappé du cirque d'hiver, justement. Et ce que nous ont raconté après ceux qui sont venus le rechercher. Ah oui, j'ai oublié une image, c'est que la deuxième fois où l'éléphant est passé, derrière, il y avait un flic. Et à l'époque, parce que c'est vieux, les flics, ils avaient, vous savez, c'est comme dans les films avec Louis de Funès, quoi. Ils avaient le képi, la matraque blanche, et ils couraient derrière avec sa matraque blanche comme ça. Bref, c'était très très drôle. Et en fait, le pauvre éléphant, en voyant son reflet dans la vitre du café, a cru que c'était sa mère. Donc il a foncé voir sa mère, quoi. Voilà. Mais il va bien. C'est un éléphant qui avait tout compris de la société du spectacle. Enfin, je pense qu'il va bien parce qu'ils vivent beaucoup plus vieux que nous, je crois. Hein, plus vieux que les groupes de rock.
Ouais, c'est ça. Et on va regarder un premier extrait que je vous ai proposé. Souvent, les groupes fonctionnent parfois par les musiciens par imitation. On a des idoles, on a des gens qu'on admire. Et par définition, ça passe par le disque, souvent, ou par les concerts. Il y en a qui découvrent leurs inspirations en concert, il y en a d'autres qui les retrouvent sur disque. L'extrait qu'on va voir, c'est un extrait d'un film qui s'appelle Almost Famous, presque célèbre, de Cameron Crowe. Alors, l'extrait est très bref, hein, c'est pour vous permettre, Corinne, de nous dire comment vos goûts musicaux se sont formés, ont évolué. Je précise juste, pour que ça soit clair, que ce film a été réalisé par Cameron Crowe, qui lui-même était journaliste à Rolling Stone. Donc c'est sa vie qu'il raconte. Il a longtemps été journaliste au Rolling Stone américain, et le film, c'est lui petit, puis ado, qui grandit au contact de sa passion. Voiced it off as art, or the Doors, Jim Morrison. He's a drunken buffoon, posing as a poet. I like the Doors. Give me the yes to. Come on, they got the courage to be drunken buffoons, which makes them poetic. Est-ce qu'il y a des fans de Jethro Tull dans la salle qui en prennent pour leur grade? Avant de parler de ce film, ce qui est super émouvant, là, que le bassiste des Who, vous avez posé votre paume de la main sur la sienne. Un soir, dans une fête pour les 40 anniversaire. John Entwistle. En fait, on enregistrait l'album Un autre monde en Angleterre avec un monsieur qui s'appelle toujours Glyn Jones, et qui avait un studio chez lui dans ces espèces de grandes demeures anglaises dans les campagnes verdoyantes, et il avait quelques potes qu'il avait invités pour son anniversaire. Donc il y avait Clapton, il y avait Jimmy Page, il y avait... Alors, je ne sais pas si vous savez qui sont tous ces gens. Jimmy Page, c'est le guitariste de Led Zeppelin. Il y avait, je ne sais plus, enfin, Charlie Watts, il y avait plein de gens. Mais surtout, il avait invité John Entwistle, le bassiste des Who, pour faire une partie de, comment ça s'appelle, de corps. Parce qu'il jouait aussi du corps. C'était un mec assez extravagant. Il était arrivé dans une Mercedes, comme un combi, mais Mercedes vert pomme, et avec son corps. Donc voilà. Et donc il y a eu un bœuf à un moment donné. Je lui ai passé ma basse et mon ampli. Et il a fait comme ça. Il est allé voir les boutons de l'ampli. Il a fait vrrr, c'est-à-dire il a tout mis à fond. Grave, aigu, médium, saturation, volume, tout à fond. Et après, ces espèces de mains qui tapent comme ça, et qui tapent aussi sur le manche, il n'y a même pas vraiment de doigté, et ça fait un son mais incroyable de je ne sais même pas comment le décrire, mais très 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 puissant, pas seulement en volume, en son. Et à la fin, je lui ai dit, mais c'est quoi cette manière de jouer? C'est quoi ces mains? Et alors, il m'a montré ses mains et j'ai posé ma main sur la sienne. Et en fait, elle faisait exactement la moitié de la sienne. C'est-à-dire que sa main, elle arrivait là. Et je me suis dit, ouais, on ne peut pas avoir le même son, c'est pas possible. On ne joue pas de la même manière. Le physique, parce que le toucher, ça compte énormément, en fait, dans la musique. Je pense que la bonne musique, elle vient aussi d'un bon toucher. Et donc voilà, on ne pouvait pas avoir le même toucher sans dire si c'était mieux ou moins bien, mais en tout cas, on n'avait pas le même. Est-ce que vous étiez une fétichiste? Pas du tout. Les disques. Quels sont les premiers? Je ne parlais pas de fétichiste en général, je parlais des disques. Non, mais en revanche, ce qui m'a touchée, d'abord, je crois que c'est le film que j'ai préféré de tous ceux qui m'a fait voir. Parce que ça doit être à cause de mon âge, parce que 73, les disques qui feuillaient, enfin on feuillette pas des disques, mais vous m'avez comprise, je les avais tous. J'avais tous ces disques-là, exactement. Et de revoir les pochettes, c'est très émouvant, en fait. Et comme en plus le film est très bon et les acteurs sont très bons, c'est vraiment un film qui m'a touchée. Est-ce qu'il y a un disque qu'on vous a conseillé quand vous étiez ado et qui
qui a eu une influence qu'on n'imagine pas? Ou est-ce que ça a été comme ça, la culture, les magazines? Non, parce que je lisais pas les magazines. Non, en fait, le vrai déclenchement, ça a été quand j'avais 17 ans. Je suis partie faire un stage pour passer le BAFA. Car je suis mono de colo en plus. Et il y avait donc des éducateurs qui nous apprenaient à devenir éducateurs, plus ou moins, enfin pas éducateurs, mais animateurs. Et donc il y avait un exercice de chorégraphie. Il fallait qu'on fasse une chorégraphie. Et j'étais avec un type, on était deux. Et il m'a dit, je crois que j'ai vu un Led Zepp dans la salle. J'ai dit, un quoi? Parce que je ne savais même pas ce que c'était. C'était en 69 pourtant déjà. Et en fait, j'ai écouté, c'était le 2, je crois, en 69, si je me rappelle bien. Celui-là. Et on a fait une chorégraphie sur Led Zeppelin. Et je suis tombée raide dingue de cette musique, mais raide dingue. Je trouve que c'est de la grande symphonie. C'est de la grande symphonie. C'est du rock, mais c'est de la grande symphonie. Et l'interaction entre les musiciens, elle est magique, elle est miraculeuse. Voilà. C'est un petit miracle. C'est un peu ce qui s'est passé pour Téléphone, c'est pour ça que c'est très grave de l'avoir désintégré. C'est que quelquefois, il y a des interactions qui sont de l'ordre du miracle. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec le talent des uns ou des autres, c'est juste que ensemble, ça fonctionne du feu de Dieu. Voilà. Et ça fonctionne même spatialement, puisque hier soir j'ai relu des passages de votre livre et j'ai retrouvé ce moment où vous dites que les situations des quatre sur scène, à un moment, elle a été changée. Ouais. On vous a changé de place sur scène et que ce petit truc qui a l'air anodin pour le public dans les salles ou dans les stades, ça vous embêtait beaucoup. Oui, en même temps, c'était probablement inévitable. En fait, au début, il y avait Louis, le guitariste, et Jean-Louis, comme ça, voilà. Il y avait Louis là, mettons, Jean-Louis là, la batterie derrière, et moi, j'étais un peu au milieu comme ça, puis j'allais là, puis je me retournais vers le batteur, et puis... Donc, en fait, j'étais un peu comme la moutarde dans la mayonnaise, c'est-à-dire, c'est ce qui faisait le liant. Et à un moment donné, pour des raisons que je ne vais pas développer, mais qui paraissent assez évidentes, l'entourage a dit non, faut faire comme les Clash. Donc il faut mettre Jean-Louis au milieu, Louis Bertignac à droite, Corinne à gauche. Non, c'était le contraire d'ailleurs. Louis Bertignac est resté là, Jean-Louis et moi là. Donc du coup, j'étais loin de Louis, ce qui était très grave pour moi, musicalement parlant. On communiquait beaucoup moins. Et puis, j'avais un rôle à tenir qui était beaucoup plus bonjour, je suis une vedette du rock et je suis face à vous et vous allez voir ce que vous allez voir. Et j'étais moins dans le cœur de la musique, en fait. Ça a changé beaucoup de choses. Et puis, ça a mis Jean-Louis au centre, ce qui correspondait à son désir, mais ça a bien foutu la merde, quand même. Alors, par rapport à Almost Famous, vous avez dit... que vous trouvez que les groupies sont plus touchantes dans le film et plus créatives que celles que vous aviez connues, et que votre présence au sein de Téléphone et votre sévérité avaient empêché sans doute certaines exagérations. Pas forcément exagération, mais certains épanouissements. Non mais c'est vrai, ça m'a frappée dans ce film parce que, bon... Je ne sais pas si c'est romancé ou pas, mais elle est incroyable, la petite Penny Lane. Est par définition romancé. Ouais, mais elle est incroyable parce que il y a tous les mauvais côtés de la groupie, c'est-à-dire qui se racontent des histoires sur la manière dont elle est aimée, dont elle est désirée, dont elle est embarquée. Donc elle se raconte beaucoup d'histoires là-dessus. Eux, ils sont ignobles, hein, évidemment. C'est des objets. Là, on est dans la femme objet, mais à 1000%.
mais elle dégage quelque chose de fantastiquement poétique et créatif et amoureux du rock. Et je m'y suis presque reconnue, moi, alors que c'était pas mon rôle ni ma place, mais je me suis sentie plus proche de la groupie que des mecs. Donc, ce qui n'est jamais arrivé avec les groupies de téléphone. Mais c'est vrai que je faisais barrage beaucoup, hein, quand même, c'est vrai. Est-ce que la formule que vous employez, je suis devenu bassiste par amour, c'est vrai? Ah bah carrément, ouais, bien sûr. La première fois que je suis montée sur scène, ça faisait 10 jours que je jouais. Donc, fallait que je sois amoureuse, hein. Et ça a bien marché. Oui, c'est tout à fait vrai. Ce que j'aimerais savoir, c'est si vous citez dans votre livre ce moment où une amie architecte qui a emménagé dans un pavillon de la banlieue sud avec des amis un peu communistes, un peu gauchistes, un peu anarchistes selon les cas. Donc vous allez chez elle, ce sont des gens qui ne se droguent pas, mais qui boivent du vin. Ils n'écoutent pas du rock, mais ils écoutent du jazz ou du Léo Ferré. Ils s'appliquent à œuvrer pour construire un monde meilleur avec constance et une grande confiance dans l'action politique. Juste allusion au jazz et Léo Ferré, est-ce que votre richesse personnelle ne vient pas aussi du fait que vous n'êtes pas juste une rockeuse, mais que vous êtes nourrie à plein de sources? Je ne sais pas si c'est ma richesse, mais en tous les cas, c'est ma constitution. Je ne supporte pas trop les étiquettes et j'ai jamais pu être rangée dans une case. Et ça continue d'ailleurs, hein. Si jamais j'appelle une administration et que je demande un truc, c'est l'enfer à chaque fois, quoi. Ah non, mais attendez, ah oui, non, mais ah ben vous êtes, non plus. Ah mais alors vous êtes, non plus. C'est vraiment compliqué pour moi de rentrer dans une case. Et c'est vrai que ça m'a rendu un peu papillon parce que j'ai un peu voleté de ci, de là. Mais le rock, pour moi, c'est du son. La musique, c'est du son. Donc, le rock, c'est du son. Et pour qu'il me touche, il faut que ce soit justement un vrai groupe, c'est-à-dire où les interactions entre musiciens sont, encore une fois, miraculeuses. Et puis, il faut que ça dise un peu quelque chose du monde, parce que c'est au départ quand même une musique de rebelles. C'est une musique d'adolescents, donc de rebelles, de gens qui ont la patate pour changer le monde et faire que ce soit un monde meilleur. On a super bien réussi, hein. Franchement, waouh! Félicitations. On va passer au deuxième film, qui est un film donc purement rock. C'est un film que certains d'entre vous ont peut-être vu, qui s'appelle Control. C'est un film de Anton Corbijn, qui a été un grand photographe. C'est lui qui a fait toute l'imagerie de U2, de R.E.M., de Dépêche Mode, qui a créé la signalétique noir et blanc de tous ces groupes. C'était un Hollandais qui fait 1m95, quelqu'un, je dis ça, parce qu'il était, malgré sa taille, était très timide, et il avait beaucoup de mal à aborder les rockstars. Et puis un jour, on s'est rendu compte de la beauté de ses photos. Et il y a un concert qui l'avait marqué, c'est celui de Joy Division. 25 ans après le suicide du chanteur de Joy Division, Ian Curtis, Anton Corbijn a décidé de faire un film plus sur lui que sur Joy Division. Now remember, we are live, so no swearing or I will cut you off. What about us? What? Is us a swear word? Oh, yes, it's a swear word. No, it's not. Good. Out there, I know. Qui a vu ce film dans la salle? Bravo! Et qui a entendu parler du groupe Joy Division? Ok. Vous connaissez le groupe, mais vous n'avez jamais vu le film. C'est un ratio qui est assez important, d'ailleurs, parce que ce par quoi j'aurais pu commencer, c'est que, à part Bohemian Rhapsody, il n'y a aucun groupe, aucun film sur le rock qui a jamais marché en salle. The Wall, c'est un peu à part. Mais ouais, ça n'a pas été un si gros succès que ça. Hein. Ça a été un succès, mais même Tommy, ouais, mais ça, c'est pas. Je me souviens, quand j'étais tout petit, je suis allé voir Téléphone public de Jean-Marie Perrier en salle. J'avais tous vos disques et je me disais, la salle du Gaumont-Toulouse sera pleine et il n'y avait personne. Il y a une malédiction du rock au cinéma.
C'est peut-être un peu normal, parce que c'est avant tout, c'est de la musique live. Et la communion qu'il y a pendant un concert, c'est vraiment un truc qu'on retrouve que pendant un concert, on ne peut pas le retrouver au cinéma. Donc les gens vont chercher ça, surtout dans un concert de rock, ils vont chercher ce son et cette communion avec des gens dont ils croient qu'ils les représentent ou auxquels ils peuvent s'identifier. Et être dans une salle du cinéma, c'est pas du tout pareil, quoi. Après, ça s'adresse, les films, ça s'adresse plus à des gens comme toi qui aiment le cinéma et le rock, et qui sont spécialistes un peu, je pense, non, je sais pas. Ce qui est intéressant avec Bohemian Rhapsody, c'est que personne n'avait vu venir ce film, qui était supposé être maudit. Des réalisateurs et des acteurs ont changé de casquette. Et quand je l'ai vu, j'ai vu des gens pleurer à la fin, mais pas pendant le film. À la fin, quand on entend la chanson de Show Must Go On, sur fond noir, avec tous les crédits, 8e assistant, 9e assistant, en général, les gens ont déjà quitté la salle. Et là, j'avais l'impression qu'il y avait un rapport presque christique avec Freddie Mercury, sans qu'il soit à l'image. Là, je trouve, la phrase que je retiens dans cet extrait, avant de vous donner la parole, Corinne, c'est ce gars qui dit « je crois » en Joy Division. Il emploie ce terme de croyance proche de la dévotion. Alors, je parlais de miracle tout à l'heure, donc il doit y avoir un truc comme ça, mais c'est vrai que quand le son est là, le son rock, et en plus, s'il y a un discours en plus, c'est encore mieux, parce que c'est un penseur, lui, il a du discours. Voilà, on ressent un truc qui est tellement fort et qui est tellement indescriptible, et qui n'est pas forcément analysable, qui est de l'ordre du ressenti. Et ben, on peut se dire, effectivement, j'y crois. Ce qui vous a frappé dans Control, entre autres, c'est... je vous cite, « Les musiciens passent vraiment pour des cons. » Mais ce sont des abrutis. Non mais c'est incroyable, on les voit que péter, rôter, comme ça, dire « Ouais, moi j'aime pas qu'il s'appelle Buzzcocks parce que dans Buzzcocks, il y a Cox. » Non mais, et franchement, alors ça m'a beaucoup choquée, mais je connaissais pas Joy Division vraiment, donc j'avais pas remarqué. Il y a un autre Almost Famous, à un moment, je sais pas si tu te souviens, il interviewe pardon, parce que dans la vie on se tutoie, je sais pas pourquoi il veut me vous voyez. Vous vous souvenez, Pierre? Eh bien, il y a un moment, le gamin, il interviewe le bassiste et il lui dit qu'est-ce que vous apportez dans le groupe? Il faut dire que le gamin, il est particulièrement merveilleux, il dégage une intelligence incroyable, et quand il pose une question, on sait tout de suite qu'il veut du fond. Et donc il dit « Qu'est-ce que vous apportez dans le groupe ?» Et le mec réfléchit très longtemps et il dit la basse. Et après il y a une deuxième question du même ordre. Oui, mais je veux dire, qu'est-ce que ça apporte vraiment au groupe? La basse. Bon. Deux petites précisions. Pour ceux qui ne le savent pas, Joy Division, le nom du groupe vient de la division des prostituées pendant la Deuxième Guerre mondiale pour les officiers nazis. Antoine Corbijn n'a pas fait ce film en noir et blanc pour donner un côté, j'allais dire, liste de Schindler au film, pour montrer c'est un rock perdu, en plus avec le suicide du chanteur. Il l'a juste fait en noir et blanc, et non pas non plus pour des considérations financières, comme quand Prince avait fait son film Under the Cherry Moon. Il l'a fait parce que le souvenir qu'il avait de Joy Division sur scène, il y a 79-80, il avait un souvenir en noir et blanc, et il n'arrivait pas à l'effacer, et sinon il aurait tourné en couleur. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dans cet extrait, c'est le rapport aussi au monde professionnel. C'est-à-dire on voit ce personnage qui est très jeune, et qui a un métier, donc le sort de pôle emploi local. Vous avez été caissière en nocturne au rayon bijouterie maroquinerie d'un prix unique. Vous avez été cuisinière plongeuse dans une brasserie de la rue de Vaugirard. Vous avez été caissière dans un club de folk près de Sancier.
C'est important quand même de garder les pieds sur terre, même quand on fait de la musique, de savoir qu'on a travaillé. De toute façon, j'avais pas le choix, hein, donc je l'ai fait pour manger, tout simplement, et pas dormir dehors. Hein, donc, Je me souviens d'une discussion avec Jean-Louis Murat, il y a très longtemps. Moi, Ah bon. Une discussion avec Jean-Louis Murat par le Ça, j'ai jamais rencontré. Vous devriez. Et j'aimais beaucoup New Order, qui était le groupe qui a succédé à Joy Division après le suicide du chanteur. New Order, c'est aussi une allusion aussi à Nouvel Ordre, suite peut-être au nazisme. Et je me souviens de cette phrase de Jean-Louis Murat qui parle peu, contrairement à ce qu'on croit. Il m'a dit, mais New Order, c'est des babas cool. Alors qu'ils étaient vendus par Rock and Folk, par Best, comme le groupe, à juste titre aussi, hein, comme un groupe pivot dans l'éclosion de la New Wave, de la Cold Wave, etc. Cette idée d'étiquette dans le pop, dans la rock, c'est quelque chose qui m'a toujours perturbé. C'est-à-dire que les médias, les journalistes sont capables d'étiqueter des groupes qui n'ont souvent rien demandé. Ouais, c'est même pas la peine d'en parler, quoi. Ils ont que ça à faire, je sais pas, mais quand on fait quelque chose avec cœur et fougue, comme en général le font les groupes, pardon, on veut surtout pas être étiqueté et on s'en fout. Nous, on nous appelait les Stones français. Bon, franchement, non, je sais pas. On arrive chacun avec son talent qui est singulier. On se met ensemble, ça fait du son, du vrai son. Puis voilà, on fait ce qu'on a à faire, on laisse se dérouler la vie et on n'a surtout pas envie, non, effectivement, d'avoir des étiquettes. Après, il y en a qui peut-être choisissent d'en accepter pour des raisons de communication commerciale. C'est-à-dire de dire, si j'ai le look comme ci, comme ça va être plus visible, donc les gens vont plus s'accrocher. Donc, effectivement, il y a quand même un problème d'image dans le rock. D'ailleurs, on va sûrement en parler avec Velvet Goldmine, au secours, quoi. Donc, moi, j'étais pas dans l'image non plus, par exemple. Ce qu'on m'a beaucoup reproché, que j'utilisais pas assez le fait d'être une femme dans un groupe de rock, ce qui était très rare, et de pas assez en jouer. Mais franchement, j'en étais pas capable. Je n'étais pas capable de jouer de ça du tout. D'ailleurs, toujours pas. La chanson She Lost Control de Joy Division, une des chansons les plus connues du groupe, est directement liée à ce qu'on vient de voir. Cette personne qui tombe à terre et qui a perdu le contrôle d'elle-même, ça a donné le titre et le thème de la chanson. Est-ce que dans Téléphone, vous avez beaucoup pioché dans vos vies personnelles pour certaines paroles? Toujours un peu, j'imagine, mais est-ce qu'il y a des chansons où ça a été plus prégnant que d'autres? C'est une question qu'il faudrait poser surtout à Jean-Louis, parce qu'il avait fait un domaine privé quand même des paroles. Au début, c'était notre vie. Par exemple, une chanson comme Ordinaire, je ne sais pas si les gens la connaissent, mais que j'aime beaucoup, pour chaque jour de ma vie, servez-moi de l'ordinaire. Ouais, c'était peut-être pas notre vie, mais en tout cas, c'était notre ressenti de post-adolescent. Et les raisons pour lesquelles on avait fait du rock. C'était beaucoup dans les premières paroles. Après, ça a été plus élaboré, Mais ouais, il y avait Ordinaire, il y avait Argent trop cher, parce que les problèmes d'argent, c'était notre vie aussi. Et Faits divers, dans le livre Voix, Faits divers, c'est lié à quelque chose de très précis. C'est l'histoire d'une jeune groupie qui avait 15 ans et qui était dans l'entourage du groupe. Et c'est tiré directement des aventures avec elle. Ouais. On va regarder un troisième extrait. C'est un film de Todd Haynes, dont vous avez peut-être vu Carol, il y a 2 ou 3 ans. Et il a fait un film qui a été coproduit par le chanteur de R.E.M. Michael Stipe. Ils ont eu beaucoup de mal à trouver de l'argent malgré le casting. Et ça retrace un petit peu la période glam rock, Roxy Music, Bowie, etc. Ils ont eu beaucoup de problèmes de droits
David Bowie a refusé que ses chansons soient utilisées dans le film directement avec en tout cas ses interprétations. Et donc ça fait partie de cette longue cohorte de films pop-rock maudits. I'm crying. Why the makeup? Why? Because rock and roll is a prostitute. It should be tarted up, performed. The music is the mask. While I in my chiffon and tap, well, follow the message. Ça va? Moi, j'ai pas beaucoup aimé ce film, hein, je vous le dis franchement. Ouais, pourquoi? Ouais. Parce que c'est tout sauf ce que j'ai fait, quoi. Oui, mais Et en plus, je trouve que c'est un petit peu insultant pour David Bowie parce que c'est supposé un peu être pas lui, pas sa vie, mais c'est quand même, ça fait référence en tous les cas à lui. Et David Bowie, c'est quand même, vraiment au-dessus de ça. Et même s'il est tombé dans beaucoup de pièges, ça a toujours été avec beaucoup de talent et beaucoup de classe qu'on retrouve pas du tout là, ni le talent ni la classe. Donc j'ai pas trop aimé moi ce film. Bowie, la manière dont il a mis en scène la fin de sa vie par exemple, c'est du grand art, c'est magnifique. Donc, et moi qui n'aimais pas Bowie justement à cause du glam rock, parce que j'étais pas du tout là-dedans, à la fin j'ai fait chapeau bas monsieur quand même. Mon avis sur la question, pardon, hein, mais en même temps, comme ça fait parler du rock aussi, de ce que c'est, qu'on retrouve la société du spectacle, on retrouve tout ce que ça pourrait être et que ça n'est pas, on retrouve... Il y avait un très bon groupe dans les années 80-90, il tourne encore, mais avec un autre line-up, c'est les Stranglers. Ouais. Et le chanteur des Stranglers a dit « J'arrête parce que j'ai pas le physique de l'emploi ». Ça m'avait beaucoup frappé. Mais c'est très anglo-saxon aussi, parce que chez les anglo-saxons, ça a été tout de suite et depuis longtemps un business. Ce à quoi nous, on a eu la chance d'échapper. Parce qu'on est en France, parce que ça n'existait pas, parce qu'on était des petits rebelles qui refusaient beaucoup de choses. Et donc, on a pu tracer notre chemin sans... Justement, il y a beaucoup des films que vous m'avez fait voir. Il y a les managers et les parasites sont hyper présents et prennent une très grosse importance. Ce qui est quand même intéressant dans Velvet Goldmine, dans le passage qu'on vient de voir, c'est l'idée malgré tout du couple. La muse, entre muse et musique, il n'y a qu'une seule syllabe de différence. Est-ce que la beauté malgré tout de la musique, mais du rock aussi, c'est qu'il y a, pensons à Suzanne de Leonard Cohen, c'est qu'à un moment, certains artistes crachent le morceau par amour pour quelqu'un, par amour obtenu ou pas. De toute façon, alors là aussi, j'avais pas du tout le même positionnement, mais les jeunes hommes font ça avant tout pour des raisons sexuelles, finalement, si on réfléchit bien et si on regarde bien. Et donc, l'idée, c'est quand même de faire collection des plus belles groupies à la fin du concert. Et qui aura eu la plus belle ? Et donc, il y avait une chanson, par exemple, sur le premier album qui s'appelait Anna, que j'aime beaucoup parce que c'est un riff en 5 temps, ce qui n'est pas habituel, mais qui tourne vachement bien. Anna. Bon, bref. Et c'était pour une groupie. Anna, voilà. Donc, alors, le terme de groupie est toujours un peu péjoratif. Parfois, il y a des choses jolies sûrement qui se passent. Je sais pas, j'y suis pas moi, hein, en général, par définition. Parfois, il y a sûrement des très jolies choses qui se passent, qu'on voit aussi un petit peu dans le film Almost Famous, mais il y a aussi c'est ambigu. Il y a aussi des groupies hommes. Groupies hommes, comment dire, surtout à l'époque où c'était quand même, les sexes étaient toujours assez déterminés quand même, il n'y avait pas encore eu de communication. Les hommes qui osaient attendre 2 heures dehors dans le froid ou
à la porte des loges et tout ça. Il y en avait très peu, parce que ça correspondait pas à leur posture. Puis en général, ils étaient un peu, comment dire, ceux qui étaient là, enfin, ils faisaient pas envie, quoi. Donc non, je n'ai jamais eu de groupie. J'ai eu des demandes de compagnie, mais que je n'ai jamais... Le livre est en vente à la sortie. Juste avant de regarder l'extrait suivant, j'aimerais quand même qu'on parle du rapport aux médias. Il y a eu un documentaire il n'y a pas très longtemps qui montrait que Bruce Springsteen, pendant des années et des années, ne s'affichait jamais à côté d'une femme, ne se mariait pas, parce qu'il fallait qu'il soit libre pour sa maison de disques auprès des femmes en général. Mais c'est ça, c'est pareil, c'est le business anglo-saxon. On n'a pas ça en France. Alors peut-être maintenant, oui, j'en sais rien, peut-être on dit quand il... Christophe Maé est marié. J'en sais rien. Il essaye de nous faire rire. Non, il n'y a pas ça du tout. Enfin, en tout cas, dans Téléphone, il n'y avait pas ça du tout. Et s'il y avait eu ça, j'aurais fait barrage, évidemment. Mais je pense que j'étais une sacrée emmerdeuse et que je l'ai payé. Est-ce que c'est un mythe, tous ces rockers qui, quand on lit leur biographie, souvent ils disent « mais moi j'étais rocker dans la journée, puis le soir chez moi j'écoutais des trucs, j'écoutais Jean Sibelius, ou j'écoutais Bach ». Est-ce que il y a la dimension de masse aussi, de persona, quand on est un rocker, on doit l'être 24 heures sur 24, sauf dans son jardin secret? Non, mais ça, ce sont des visions à la fois des médias et ce que j'ai appelé au début de la soirée, des idolâtres, et qui veulent que leur idole corresponde à l'image qu'ils se font de l'idole. Nous, on est juste enfin surtout moi d'ailleurs, des gens hyper normaux, banals, quoi. Ouais, moi j'ai écouté beaucoup, je sais pas, surtout de gospel, de blues, du Debussy, du Bach, de la musique en fait. Parce qu'avant tout, quand même, on est musicien aussi. Hein. Donc la musique, c'est la musique, on n'est pas obligé d'écouter que du rock. Moi je pense que la musique qui m'a le plus amené vers le rock, c'est les très vieux blues des années 30-40 et le gospel. Parce que c'est une musique très simple, très puissante, très ressentie et qui part de la révolte. Le gospel, ça vient des esclaves noirs dans les champs de coton. Donc c'est une musique de révolte, de rébellion, de lutte, aussi c'est une musique mystique un peu. C'est genre, c'est tellement la merde qu'on peut s'adresser que à Dieu. Tellement c'est la merde. Et ben moi, pour moi, le rock, c'était vraiment... Il y avait tout ça dans le rock. Le vrai, le pur, le pas récupéré par l'image, par le business, par les idolâtres, par les médias, le machin, le truc, le bidule. Voilà. Cette rencontre avec vous n'est pas soumise à des quotas, mais je ne pouvais quand même pas faire une soirée sans un film rock féminin. Et ce film, c'est The Runaways, autour de la vie de Joan Jett et de Sherry Curry, qui avaient monté ce groupe, qui s'appelait les Runaways. On va regarder un extrait. No, big thing. Okay? They're gonna eat you alive out there. Rock and roll music is tough music, played in tough venues. Men don't want to see women anywhere except in their kitchens or on their knees. Vous avez trouvé quand vous avez vu le film, il m'a écrit que vous trouvez que le premier concert qu'ils font n'est pas du tout crédible à l'image. Ouais, ça transpire pas, c'est fake. Mais bon, ça vient plus du réalisateur ou de ce qu'il a voulu raconter. Franchement, je connais pas bien ce groupe, The Runaways. Je connais juste le tube I love rock and roll. C'est tout ce que je connais. Donc, mais là, tel que c'est présenté, c'est tellement loin de moi. Mais tout est dans l'image et
dans le fond, il y a rien, pour moi, il n'y a rien qui se rapproche de ce que moi j'ai fait ou de ce que j'ai vécu. Tout est dans l'image. Et en plus, là, on ne l'a pas vu, mais il y a une scène au début où cette espèce de manager aussi, il leur dit ce qu'elles doivent être. Il est carrément en train de leur dire, soyez des objets sexuels, soyez des grosses putes, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qui va vous faire vendre des disques. Et elles sont là, ouais, super, alors comment je fais alors après, elles jouent peut-être bien ou elles chantent peut-être bien. Mais enfin, c'est sûrement pas ce que j'ai fait, moi, et ce que j'ai voulu faire, et ce que j'ai vécu. Et c'est aux antipodes de ce que j'ai vécu. Et après, pour rapprocher du glam rock, après, on a demandé aux mecs de devenir des objets sexuels aussi. En fait, finalement, je sais pas, le sexe et l'humanité, c'est quelque chose quand même. Hein, franchement. Vous nous donnez une idée de conférence à la rentrée. Ouais, le sexe dans l'humanité. Mais c'est dingue, quoi. Et ce film est particulièrement parlant là-dessus. Et c'est tout sauf ce que j'ai fait. Et ce que j'ai voulu faire et ce que j'ai vécu. Vous savez qu'une des plus grandes difficultés de tournage a été pour Kirsten Stewart, qui a découvert le vrai poids d'une guitare. Et on a fabriqué pour le film une guitare légère, évidemment fausse. C'est vrai que ça pèse combien une basse? C'est super lourd, j'ai une scoliose d'enfer, j'ai mal dans le dos encore maintenant. C'est super lourd, je ne sais pas combien ça pèse, mais c'est très très lourd. Il y a quelque chose qui transparaît dans ces films, même si ça ne transparaît pas forcément dans les extraits, c'est l'importance ou le travail souterrain en studio. Est-ce qu'il y avait des studios du temps de téléphone dans lesquels vous adoriez enregistrer et d'autres que vous fuyiez? Alors, non, mais il y a eu des anecdotes. Bon, déjà, à l'époque, les 3 premiers disques, on était chez Pathé Marconi, qui avait des grands studios à Boulogne, qui étaient sublimes, magnifiques. D'ailleurs, les grands groupes venaient enregistrer là, les Stones et plein de grands groupes. Les Pretenders venaient à l'époque aussi. Et on était super bien là-bas, parce que c'était immense, qu'on s'installait pendant 2-3 mois et on était chez nous et c'était vraiment bien. Après, pour enregistrer, en général, comme on enregistrait avec des Américains ou des Anglais, parce que les Français n'étaient pas très au point avec le son. Les ingénieurs français, ils avaient le son variété dans la tête et ils ne savaient pas faire, en fait. Donc on allait avec des Anglais, donc soit à Londres, soit on a été à New York. À New York, il y a eu des aventures. Ah oui, non, on voulait enregistrer à Berlin. Ça, c'était pour Au cœur de la nuit. On voulait enregistrer à Berlin. Et on est arrivé dans un studio où il y a eu un phénomène d'interférence entre les micros des guitares des vieilles Gibson de Louis et Jean-Louis. Ça s'appelle des Hummer, je crois. Et il y avait des interférences qui faisaient qu'on entendait la radio. Dès qu'ils branchaient leur guitare, on entendait la radio allemande. Super. Donc on a dû partir de ce studio, on a déménagé, on est allé à New York et on s'est dit, on se fait un petit plaisir, on enregistre, je ne sais plus comment il s'appelait, bon bref, un studio très connu. 2 étages au-dessus, il y avait John Lennon qui était en train d'enregistrer et on se branche et ça recommence. Donc on s'est retrouvés à enregistrer à New York dans le studio de qui ? De Jimi Hendrix, je crois, qui était en sous-sol. Et là, on n'avait plus de problème de guitare. C'était tout petit, c'était super souterrain, underground, c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce que, comme les films, trop d'argent sur un album peut faire perdre l'idée initiale d'un projet? Non, mais nous, on n'avait pas beaucoup d'argent. Déjà parce qu'on n'est pas un groupe international. Et puis tout ce qu'on gagnait, on le dépensait à justement se dire on va se faire un petit plaisir, on va à Berlin. Merde, ça marche pas, c'est pas grave, on va à New York. Bon, tout ça, ça coûte cher. Donc, mais c'est pas trop d'argent, c'est juste les billets d'avion, l'hôtel. On voyageait en seconde, enfin en économique. Ah, ça n'existait pas à l'époque, mais bon, en tout cas pas en première. Et non, on ne dépensait pas tant d'argent que ça. Ou alors, je ne suis pas au courant. C'est possible. Est-ce que vous avez le souvenir là, de sessions d'enregistrement où il s'est passé quelque chose de totalement inattendu, presque à l'économie, quelque chose auquel on ne croyait pas est devenu important? Je pense par exemple à ce qui est arrivé à REM pour Losing My Religion.
qui a été jouée à la mandoline. C'est une chanson qui est devenue mondialement connue. Le guitariste a décidé au dernier moment de dire « J'en ai marre des guitares électriques, je vais faire tout le riff à la mandoline ». Et c'est ce qui a déterminé le son de la chanson. Ça ne me vient pas comme ça, j'ai pas un souvenir précis. En général, c'était en roue libre avant les enregistrements. On s'offrait justement 2-3 mois dans des locaux ou des studios de répétition où on se donnait le luxe de rester en roue libre pendant 2-3 mois et de chercher des idées de mélodies, de lignes, de seconde voix. Mais j'ai pas souvenir pendant les enregistrements de trucs de ce style-là. Je sais pas. Dans votre livre, il y a quelque chose qui est prégnant, c'est que vous dites un groupe, à un moment, on passe du on, nous, au moi, je. Et dans The Runaways, dont on vient de voir un extrait, c'est aussi frappant. C'est-à-dire que les meilleures intentions, à un moment, elles se heurtent à des questions de divergence personnelle. Et même si le film The Runaways se termine par une jolie touche, par une émission de radio, voilà, c'est encore plus dur ça a été encore plus dur peut-être pour vous que pour les autres, cette déperdition dans le temps. C'est des histoires c'est des histoires de pouvoir, en fait. Ce qui a frappé la réalisatrice de Runaways, c'est quand elle s'est penchée sur la vie donc, des deux membres principaux du groupe, c'est qu'une des chansons a été composée en 15 minutes dans une caravane, enfin dans la caravane de répétition. Et elle a dit, ça c'est la différence entre la musique et le cinéma. Elle parle en tant que réalisatrice. Le cinéma, c'est des couches et des couches et des couches et des couches de travail et de talent, tandis que la musique, 15-30 minutes de créativité peuvent changer le monde. Absolument. Paul Weller de The Jam a dit qu'il avait écrit That's Entertainment, une des plus belles chansons pop, en 1 heure, tout compris. Oui, mais c'est vrai ça. Et en plus, en général, quand une chanson arrive aussi vite, elle est forcément bonne. C'est comme un tuyau où il y a une inspiration qui est arrivée. Et en général, quand ça arrive comme ça, et souvent, ce qui arrive, c'est que les paroles arrivent en même temps que la musique. On fait un petit truc à la guitare et pof, tout de suite, et ça coule tout seul. En général, ce sont des bonnes chansons et elles sont faites en 20 minutes. C'est vrai. C'est rare hein, quand même. Sinon, il y a du boulot souvent. Alors le film qu'on va voir, vous m'avez dit par mail, regarder ce film, ça aurait été comme de m'imposer de regarder un mauvais porno pour une conférence sur l'amour. On va quand même le regarder. Moi, je ne regarde pas. J'en ai Sid ras-le-bol. et Nancy, c'est la vie et l'amour de Sid Vicious, de Sex Pistols et de Nancy Spungen. Did you like it? Je suis moins dur que vous pour ce film, ne serait-ce que pour ce plan, qui a d'ailleurs été éclairé par Roger Dickens, qui depuis est devenu le directeur de la photo des frères Cohen, entre autres, ou de Denis Villeneuve. J'aime beaucoup ce plan où à la fin il s'isole, la musique change, elle n'est plus du tout punk, et on comprend que le film est un focus plutôt sur le couple que sur le punk. Et d'ailleurs, le réalisateur a dit que ce qui l'intéressait dans ce film, donc, qui s'appelle Sid and Nancy, de Alex Cox, c'était pas le punk, c'était l'idée qu'on pouvait mourir en même temps que quelqu'un. Que quand l'amour est trop fort, il entraîne la mort. Pourquoi est-ce que ce film vous a tant déplu ? Parce que je trouve que rien n'est... J'y crois pas. Je crois pas dans les acteurs, je crois pas dans la mise en scène, là par exemple avec les flics et tout, j'y crois pas. Il n'y a rien en quoi c'est pas réaliste pour moi. Et puis la deuxième raison, c'est sans doute parce que j'ai vu les Sex Pistols la première fois qu'ils sont venus jouer en France au Chalet du Lac à Vincennes. Et ils n'étaient pas connus du tout, c'était en 76 encore. Et j'ai pas du tout marché, quoi. Déjà, à cette époque-là, ils étaient en camisole de force, super bien coiffés à la punk, mais on sent qu'il y a 2 heures de boulot de coiffure. Enfin, c'est complètement incohérent, c'est complètement... ce qu'ils veulent raconter, soi-disant, et
la manière dont ils le font, c'est complètement contradictoire et incohérent. Et puis il y a toujours ce côté anglo-saxon d'un mec derrière, un manager, Malcolm McLaren, qui est là, et ce sont des marionnettes, et moi j'ai pas du tout marché. Du tout. Alors, ça m'a pas intéressé l'histoire de ce groupe, et en plus, franchement, pour moi, c'est pas du bon cinéma. Parce que j'y crois pas, tout simplement. Dites-nous quelques mots sur la nuit platonique que vous avez vécue avec Joe Strummer. Mais oui. De Clash. De quoi on parle? On parle d'une balade dans Paris, tous les deux, toute une nuit. Parce que justement, c'est trop banal et trop... aller faire du sexe, oui, et alors, bon... Tandis que se balader dans Paris toute une nuit, à parler et à échanger... C'était un penseur aussi, donc moi j'aime bien les gens qui pensent, alors ben c'était super, quoi. Et puis quand il s'est agi d'aller se coucher, voilà, il m'a dit très clairement, j'ai une amie en ce moment que j'aime beaucoup et j'ai pas envie de la tromper. J'ai dit tout va bien, bye. Voilà, mais c'était une très très belle promenade avec un homme qui avait comme vision du rock une vision très proche de la mienne et qui mettait beaucoup de pensées et de tripes dans ce qu'il faisait à ce moment-là avec les Clash. Donc je me suis sentie en osmose avec lui. Voilà. Pour ça que c'est une nuit avec Joe Strummer, mais platonique. Jack Nicholson disait que le drame des hippies, c'est qu'ils n'avaient rien construit. C'est Jack Nicholson qui parle, parce qu'il a été hippie, il a été Easy Rider, etc. Est-ce que parfois vous l'avez déjà presque répondu en filigrane de cette rencontre, mais est-ce qu'on pourrait dire ça aussi du punk, du rock en général? Alors du punk certainement. Du rock, je sais pas, le rock m'a construite moi. Par exemple, un groupe comme Led Zeppelin ou les Who, qui est un des premiers concerts que j'ai vus en, je sais plus, 72 ou un truc comme ça, à Paris, au Palais des Sports, et les paroles que j'ai écoutées. Mais je sais pas si on peut dire que c'est le rock, parce que dans le premier extrait qu'on a vu où le gamin égrène les disques, il y a quand même Johnny Mitchell, il y a Bob Dylan. C'est pas du rock tout ça, soi-disant. Ben, pour moi, c'en est déjà, pour commencer. Et puis, non, c'est une époque artistique, je trouve, qui a été immense. Je crois que ce que Nicholson voulait dire à propos des hippies, c'était que derrière la rébellion, il n'y avait pas eu de construction, au sens de, vous parliez tout à l'heure d'horizontalité, de verticalité, que certains, il n'y a pas très longtemps, le groupe les Arctic Monkeys ont refusé un très bon contrat. Ils ont privilégié l'argent du contrat sur la liberté artistique en studio. Je crois que c'est ce que Jack Nicholson voulait dire, c'est qu'il n'y a pas eu derrière de base qui aurait permis à la rock music ou au hippie de lutter contre l'industrie. Non, mais comme l'écologie est apparue dans les années fin 60 et début 70. Je me souviens, moi, de René Dumont en 74, qui défendait l'écologie. Bon, ben, on y croyait. Je pense que les hippies ont été, contrairement aux punks, eux, ils sont que dans la destruction, honnêtement. On était des idéalistes. En tout cas, moi, j'étais une idéaliste. Et j'ai fait du rock en tant qu'idéaliste. Et j'ai fait Téléphone en tant qu'idéaliste. Alors, sans doute, être idéaliste, c'est un truc d'enfant, c'est un truc d'adolescent, et qu'après, il faut grandir, je ne sais pas. On a fait ce qu'on a pu, ça a dû semer quelques petites graines quelque part. En tout cas, moi, ça m'a construite. La personne que je suis aujourd'hui n'existerait pas s'il n'y avait pas eu les hippies et le rock. Peter Gabriel a dit que le public dans un concert n'applaudissait pas la qualité de la performance, il applaudissait son propre plaisir. Est-ce que vous avez souvenir de concerts avec les visiteurs, avec Téléphone, où vous aviez l'impression de ne pas y être sur scène et que le public réagissait démesurément bien, et au contraire de concerts
où vous étiez l'impression d'être au diapason et pour une raison X ou Y, la mayonnaise passait moins? Je pense qu'une des qualités de Téléphone, c'est qu'on était à 100% engagé et dans le don, dans l'engagement et dans le don sur scène. Donc il n'y a jamais eu de... J'ai pas souvenir de... Le seul concert qu'on a raté, c'était la première partie des Stones à l'hippodrome d'Auteuil, et c'était un saccage, hein, c'était du sabotage vraiment manifeste. Parce que bon, enfin, je vais pas raconter, c'est dans le livre, si, mais Jagger avait envie de se venger de quelque chose. Donc on a été vraiment... ça a été très 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 pénible. Mais c'est le seul souvenir de mauvais concert que j'ai, et on était vraiment dans l'engagement et dans le don et dans la communion avec le public. Donc les deux sont vrais, ils applaudissaient à la fois notre performance, je pense, parce qu'on était très bons sur scène quand même, faut le dire. et ils applaudissaient à la fois le fait qu'ils s'y reconnaissaient ou qu'ils étaient dans l'engagement avec nous. Ou que ça les emmenait quelque part avec nous, il y avait une espèce de communion. Ça ressemble un peu à une messe, hein, un bon concert. C'est comme une messe. On est tous ensemble pour quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. Ce qui est frappant dans Sid et Nancy, c'est le côté petit garçon de Sid Vicious. C'est André Malraux qui disait « Il n'y a pas de grandes personnes » et qu'on était tous des enfants. J'aimerais quand même que vous nous racontiez cet épisode du circuit électrique, le circuit 24. À un moment, j'ai cru que j'avais mal lu cette histoire avec le circuit électrique entre la reconquête du circuit électrique de Louis Bertignac chez les Stones. Bon, alors c'était au début, donc on n'avait pas d'argent, mais il y en avait un tout petit peu qui rentrait. Moi, je travaillais encore, même pour gagner des sous. Et pour l'anniversaire de Louis, qui était mon amoureux, je lui avais offert, j'avais cassé ma tirelire et je lui avais offert un superbe circuit électrique. Enfin, 24, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et puis, on va répéter au studio Pathé et arrive dans le studio d'à côté les Stones, qui venaient aussi passer quelques semaines. Donc, on se branche, on va les voir, on sympathise, tout ça. Et je ne sais pas comment on arrive... au fait que Keith Richards et Ron Wood découvrent qu'on a un circuit. Et ouais, c'est pas possible. Donc Louis, en bon fan, dit non, mais je vous le prête pendant tout le temps où vous êtes là. Donc voilà, on leur prête le circuit. Et puis, en fait, ils avaient loué un appartement où on allait les voir, et puis ils déménagent parce qu'ils se font virer par les autres habitants de l'immeuble, et ils nous disent pas où ils sont. Et ils reviennent plus au studio. Et je dis non, c'est pas vrai. Putain, ils sont partis avec le circuit. Et donc on essaie de trouver leur adresse. Bon, bref. On se dit, la seule personne qui pourra nous donner leur adresse, c'est le dealer d'Hérault. Donc, bref, on a leur adresse par le dealer d'Hérault. Et on sonne en bas à l'interphone. Et on dit, bah, c'est Louis et Corinne, bonjour les gars. Et ils répondent même pas, mais ils ouvrent quand même la porte. C'est au 5e, donc on monte au 5e. Et... sur le paillasson, la porte est fermée de la part, et sur le paillasson, il y a le circuit qui est jeté comme ça, avec la boîte, les rails, et là je dis, ah, c'est pas possible d'être aussi grossier et méprisant quand même. Donc je leur ai préparé je savais faire à l'époque, un petit paquet où on met l'héroïne. Ça fait un peu comme de l'origami. C'est des petites, ça fait comme une mini enveloppe. Et au lieu de mettre de l'héroïne dedans, que je n'avais pas de toute façon, j'ai écrit « fuck you » dedans. Donc quand ils ont dû voir le paquet, quand ils ont ouvert, au lieu qu'il y ait de l'héroïne, il y avait marqué « fuck you ». C'est pas très joli comme histoire, hein. Il a voulu que je la raconte. Mais j'étais scandalisée, quoi. Je me disais, c'est pas possible d'être aussi rat quand même, et d'être aussi grossier, et voilà. Mais c'est comme ça, les musiciens sont des êtres humains. Et
comme les politiques, une fois qu'ils sont dans leur monde, ils ne voient plus le petit peuple. Pour terminer, je vous propose de réagir. C'est de l'imprévu, je ne vous ai pas prévenu. J'ai noté quelques phrases dans Bohemian Rhapsody et dans Leto, ce film en noir et blanc que certains ont peut-être vu, qui est sorti récemment sur un groupe russe des années 60, dans les années 70. Alors je commence par Leto. Un des musiciens dit « L'avenir est à ceux qui se foutent de tout ». Je ne valide pas. Moi non plus. À un moment, il y a un producteur qui s'approche du groupe qui dit cette chanson que vous venez de jouer, la chanson s'appelle « Je suis une merde ». Cette chanson, elle craint vraiment, les paroles sont nulles, donc ça va cartonner. Voilà ce que je réponds. Bien sûr. Il faut le remettre dans le contexte de Ah. Leto qui se passe dans les années 80. C'est quand même un groupe qui essaye de percer dans un monde qui ne les autorise pas et dans lequel il n'y a pas d'avenir. Oui, mais ce qui m'ennuie, c'est que... C'est un producteur qui Oui, va voir le ce groupe. qui m'embête, c'est que c'est C'est le le producteur producteur qui le dit. C'est Si, pas- c'est pas pareil. C'est toujours pareil, c'est des marionnettes manipulées par des producteurs, il y en a marre, quoi. Moi, c'est pas ce que j'ai vécu, hein. Les concerts dans les stades empêchent les artistes de voir les gens pour qui ils jouent. Ah oui, ça c'est complètement vrai. Mais nous, on s'est disputé un peu à cause de ça aussi. C'est que je trouvais qu'on allait très très mal, que les relations dans le groupe étaient vraiment malsaines. Et on devait faire Bercy. Et à l'époque, personne n'avait fait Bercy. Et moi, j'ai dit, non, mais c'est quand même 12 000 personnes et c'était une salle. Elle a probablement été améliorée, mais à l'époque, c'était en 86. Elle était vraiment qu'une salle de sport. Donc, j'ai dit, mais jamais on va y arriver. Dans l'état où on est, aller faire Bercy devant 12 000 personnes, avec un son de merde et tout ça. Et c'est vrai que les grandes salles sont faites pour du gros spectaculaire. Et c'est là où on est forcément en contradiction. Après, on fait Johnny Hallyday, quoi. Alors je précise que je ne suis pas en accord avec la parole qui va suivre, mais elle est dite dans le film Leto. Il y a un des musiciens qui dit « Je ne connais pas une seule bonne chanson qui ait un sens profond. » Tant pis pour lui. Mais cela dit, j'ai repensé, en relisant ça, j'ai repensé à ce qui était arrivé au chanteur Dominique A, qui un jour a eu une victoire de la musique, est monté sur scène, et il a dit n'importe quoi. Il a changé les paroles de sa chanson qui s'appelait le 22 Bar, il a chanté n'importe quoi, et personne dans la salle ou sur TF1 s'en est rendu compte. Ah ben c'est un des grands chagrins des artistes, c'est de s'apercevoir qu'ils ne sont pas forcément aimés pour ce qu'ils donnent. Allez, Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody. Quand je sens le public dans ma main, je sais que je ne peux pas chanter faux. C'est beau. Non, mais c'est beau, c'est la communion dont je parlais. Ça donne des forces à tout le monde, ça donne des forces aux artistes et ça donne des forces au public aussi. Freddie Mercury encore, l'audace paie. I agree. Quel est le plus gros risque que vous ayez pris avec le téléphone, artistiquement? Ça peut être une pochette. Artistique? Oui, artistiquement. Pochette, clip. Oh bah la pochette de Crash ton venin, c'était pas mal dans le genre quand même. Non? On pourrait plus le faire aujourd'hui d'ailleurs, je crois. Ouais. Brian May dit, statistiquement, un groupe, ça n'échoue pas, ça se sépare. Je sais pas, ouais. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est vrai, mais je sais pas, j'en sais rien. Freddie Mercury encore, un performeur, être performeur, c'est donner aux gens ce qu'ils veulent. Elle est un peu ambiguë cette phrase. Ouais, je suis pas trop d'accord. Est-ce que ça lie un artiste à son public alors que ça devrait être... Mais qu'est-ce que c'est qu'un performeur? C'est ça le truc. C'est quoi un performeur par rapport à un musicien, par rapport à un artiste, par rapport à un chanteur, à un parolier? Si c'est ce qu'on voit dans Velvet Goldmine, là, qui est le triste sous David Bowie, oui, c'est vrai. On donne, les gens aiment bien
transgresser. Ils ont l'impression de vivre en transgressant. Donc, plus on transgresse, plus on est vivant. Bon, pour moi, c'est de la foutaise totale. Mais il y a beaucoup de gens qui ont fonctionné comme ça, ouais. À la Philharmonie de Paris, lors de la rétrospective de David Bowie, il y avait une phrase qui était refroidissante et en même temps honnête. C'est David Bowie qui disait « Je prends l'art suprême et je l'abaisse au niveau de la rue ». Ouais, il a su le faire, hein, franchement. Bon, c'est pas très... C'est assez jupitérien comme parole. Mais en tout cas, il l'a fait et il l'a bien fait. Donc, il a le droit de le dire. Alors là, plus précis, Brian May qui dit « L'Amérique », quand ils vont faire une tournée aux États-Unis, « L'Amérique, ce pays puritain en public et vicieux en privé ». Ouais, mais comme partout, quoi. Partout, il y a des gens pleins de morale en public et plein de vices en privé. Hein. Ça, c'est... Alors, c'est peut-être plus visible, surtout dans l'Amérique du Nord-Est, peut-être, mais... Parce qu'au Texas, ils ne sont pas tellement puritains. Hein. Si on va dans le Maine, oui, sûrement, mais... Non, je sais pas, ouais. De toute façon, c'est compliqué d'approuver ou de désapprouver des généralités. Hein. C'est un peu compliqué. C'était pour vous faire réagir surtout. Oui, je réagis. Dernière petite chose, j'ai acheté hier un magazine qui s'appelle Uncut, magazine pop-rock, et il y a l'ancien bassiste de Clash. Paul si, moi non. Voilà, et il dit « Je suis le Clint Eastwood de la basse ». Est-ce que vous seriez la Meryl Streep? Oh oui, d'accord, je suis la Meryl Streep de la basse. Alors ça me va très bien, ça. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble un peu d'ailleurs, hein? Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.